Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est là pour vous parler d'investigation locale, parce qu'il n'y a pas que Disclose ou Mediapart, des plus gros médias qui traitent de l'information, qui font de l'investigation au niveau national. Mais il y a pléthore de plus petits médias qui s'attachent à proposer et défendre l'investigation en province, qui est un genre journalistique qui est le plus souvent aux abonnés absents dans la presse quotidienne régionale. Donc on est ici avec trois exemples différents. 3 modèles économiques différents, du papier, de l'internet, sur abonnement ou en accès libre. 3 régions différentes, donc on va vous détailler nos joies éditoriales, nos difficultés économiques et faire un point sur les différents modèles qui peuvent exister et qu'on essaie de faire perdurer en province. Donc je vais laisser la parole à Nicolas d'abord de Facto. Donc moi c'est pour le Poulpe Média, je suis la Normandie. On a Facto pour le Limousin et on a la Topette pour le Maine-et-Loire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nicolas Lavallée, je suis rédacteur en chef et cofondateur de Facto, qui est un média d'investigation locale en Limousin. Donc, le Limousin, c'est la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. On est tout nouveau puisqu'on a commencé à publier au mois d'octobre. Et notre modèle, c'est un modèle de pure player, c'est-à-dire qu'on ne diffuse que sur Internet. On n'a ni pub, ni publicité, ni actionnaire, ni subvention locale. Et nos contenus sont en accès libre. Voilà, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait Splend en Bretagne, de ce qu'a fait Disclose au niveau national et international, c'est-à-dire qu'on se considère comme une forme d'association qui fait de l'information et au-delà, qui promeut le droit d'accès à l'information. Ça nous permet d'aborder des sujets d'intérêt général, évidemment, mais on est plus concentré, nous, sur l'environnement, la santé publique, les conflits d'intérêts. Au niveau local, il y a un peu de quoi faire. Et chez nous, c'est une région rurale, donc en termes d'utilisation de pesticides et de ce que ça a comme conséquence sur la santé publique, c'est pareil, on a un petit peu de pain sur la planche, voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis Julien de La Topette. La Topette, c'est un journal papier qui est diffusé dans le département du Maine-et-Loire, on est basé à Angers. On existe depuis 2020, c'était un peu un pari au départ. Comme beaucoup, je pense, en tout cas pour tous les 3 autour de la table, je pense que les journaux indépendants, souvent, c'était plutôt des militants. Nous, il se trouve qu'on est tous journalistes et c'est un peu plus le cas maintenant. Il y a beaucoup de journalistes en fait, qui sont un peu désabusés de la manière dont ils font leur métier. Ma collègue, ma binôme, qui est cofondatrice, elle bossait en PQR. Alors avec tous les soucis, où on lui demandait de faire 2-3 papiers par jour, et au bout d'un moment, elle se demandait vraiment comment on peut bien bosser, même au niveau local, en ayant si peu de temps pour travailler. Moi, j'ai plutôt fait de la presse nationale. J'ai commencé à Canal+ à l'époque, avant Bolloré, je vous rassure. Ensuite, j'étais pigiste pour de la presse nationale. Et c'était aussi pour répondre à une question démocratique, parce qu'effectivement, les journaux qui font de l'investigation, on pense tout de suite Mediapart, Disclose ou Canard enchaîné plus anciennement, savent ce qui se passe à Paris surtout, mais n'ont pas forcément un regard de ce qui se passe dans une ville moyenne comme Angers. Pourtant, il y a des choses à révéler, il y a des lièvres à lever, il y a des pouvoirs économiques, politiques qui peuvent être très forts. Et forcément, pour nous, il y a une place pour produire cette information. Et on pense que quand on habite à Angers, on doit être informé aussi sur tout ce qui se passe autour de chez soi. Surtout qu'on est un peu un désert médiatique, dans le sens où on a encore la chance d'avoir 2 quotidiens de presse quotidienne régionale, donc, qui sont Ouest France et le Courrier de l'Ouest, mais qui sont du même groupe en fait, donc il y a très peu de différences éditoriales, il y a un vrai manque de pluralisme, et en dehors de ça, il y a juste pas de médias du tout, il n'y a pas de France Bleu par exemple, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un département aussi très catholique, et on a une chaîne de radio qui est RCF, donc une chaîne catho, qui n'est pas forcément très très indépendante, il n'y a pas de télé locale non plus, pas d'hebdo, etc. Donc il y a vraiment, je pense, un espèce de désert médiatique, et il se trouve que comme je vous disais, c'est un département assez conservateur, on ne savait pas trop comment on allait être reçu. Ce qu'on disait, peut-être un média indépendant a plus de chance dans des territoires plus militants. Et au contraire, c'est pas du tout le cas. On a tout de suite eu un retour super positif. On répondait à une attente, je pense aussi, par rapport à ça. Et voilà, depuis, les ventes ont cessé d'évoluer. Donc ça fait 6 ans. Maintenant, on a trouvé un modèle de stabilité, avec aussi, je pense, des enquêtes qui ont fait quand même bouger les choses au niveau local. Donc, comme quoi, c'est encore possible de faire du papier en 2026.
Donc moi c'est Gilles Triolier, donc je suis le cofondateur du Poulpe. On est deux à avoir fondé ça en 2019. Donc ça fait déjà, on est un peu plus ancien. Ouais, ça fait déjà 7 ans. Ça fait déjà 7 ans qu'on est là. Donc ça dit quelque chose. On a réussi à s'inscrire dans le paysage médiatique normand, malgré nos difficultés économiques sur lesquelles je vais revenir. Donc nous aussi, on est des anciens de la PQR, de Paris-Normandie, et c'est, on peut le dire en contraste, par frustration de ce qu'on a pu connaître en tant que journaliste là-bas. La difficulté dans la PQR à traiter les gros sujets, les gros dossiers économiques, les gros dossiers politiques, de par l'étroitesse des liens qu'il peut y avoir entre les puissants, les décideurs d'une région et les décideurs des journaux, donc ce qui fait que ça a été très compliqué. Nous vous épargnons les détails, mais voilà, on a essayé de traiter ces sujets là-bas, on a fini par se faire placardiser, ça a été complexe, donc on a créé le Poulpe en réponse à tout ça pour se dire il y a moyen de proposer de l'investigation en région, mais il faut être totalement indépendant financièrement, avoir les mains libres, sinon on ne peut pas traiter d'un sujet. Si on prend la pub de Carrefour ou de Leclerc, on peut évidemment pas investiguer sur eux. Donc c'était le point de départ. Donc on se lance en 2019. On a la chance de rencontrer Mediapart assez rapidement et de devenir partenaire éditorial, à savoir qu'ils reprennent les enquêtes à nous. On reprend certaines enquêtes quand on traite de la Normandie, mais c'est plus souvent eux qui reprennent nos papiers. Et puis voilà, on bénéficie de l'aura de protection de Mediapart qui nous a quand même bien servi ces dernières années parce qu'il y a quand même pas mal d'écueils. Donc pour parler d'abord des choses positives, c'est plutôt effectivement le rôle qu'on peut, démocratique, en toute humilité, qu'on peut jouer en région, parce qu'effectivement on s'attache à fouiller des domaines qui ne sont pas exploités par les autres médias, et on est souvent en pointe sur, malgré notre petitesse, on n'est que 2 à tout gérer avec une trentaine de pigistes, on arrive quand même à être les premiers sur le coup et à sortir des grosses infos qui font pas tout le temps bouger les choses, mais il y a quelques dossiers où on sent bien que voilà, notre rôle démocratique est important. Donc ça, c'est pour la joie éditoriale quotidienne qui fait qu'on tient encore le coup au bout de 7 ans. Mais il y a une dichotomie totale entre le poids éditorial qu'on a pu patiemment acquérir et qui fait qu'on est crédible, quoi. On n'est pas un fanzine militant, on est vraiment crédible. Et à côté, il y a un contraste énorme avec notre petitesse économique et qui fait que voilà, nous, notre chemin de croix annuel, c'est d'aller trouver les sous pour arriver au 30 juin à la fin de l'exercice et boucler le tout sans être trop dans le déficit. Donc, on a peu de visibilité, même à moyen terme. En gros, voilà, c'est ça. On court après les sous pour pouvoir investir, se dire là, il y aurait un bon projet à faire éditorial, mais on ne peut pas le faire. Donc, c'est qu'un cas. Et d'ailleurs, ces événements-là nous permettent, nous, en dehors de rencontrer des lecteurs, de réseauter un peu avec d'autres médias qui sont un peu plus gros que nous, qui ont déjà fait certaines erreurs et dans lesquelles on n'aurait pas envie de tomber. Donc c'est précieux aussi pour nous d'être présents ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre toujours sur cet aspect économique, c'est savoir que nous, on est obligé de bosser en parallèle à côté. Mon cofondateur et moi, on est tous les 2 pigistes pour l'AFP et Le Monde, ce qui nous permet de faire rentrer des sous à côté, parce que voilà, se lancer... ça reste casse-gueule économiquement. On a intitulé la conférence un sacerdoce d'utilité publique. Voilà, il faut avoir un petit côté maso quand même pour se lancer dans la presse indé. Il faut aimer les emmerdes, parce que on crée aussi on va dire des relations avec les pouvoirs politiques et économiques localement on se connaît, on se croise dans la rue, quoi, et donc ça crée des tensions. Il faut être prêt à assumer tout ça. Nous, on est un peu en guerre avec tous les élus du coin, personne ne nous répond plus. On arrive à bosser sans leur réponse. Mais bon, voilà, en province, on côtoie les gens et il faut être prêt, il faut être armé, on va dire, psychologiquement pour pouvoir affronter tout ça. Bon, après, nous, ça va, mais nos soucis sont plutôt économiques. Pour l'instant, voilà ce que je peux vous dire, mais je vais laisser mes collègues parler et je rebondirai après. Ouais, nous en tout cas, ça nous semble intéressant. Nous aussi, on vient de la PQR. Les cofondateurs de Facto viennent tous de la PQR, sauf une personne qui vient du monde associatif, notamment de la défense des droits des femmes. Mais par contre, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est aussi de vivre sur notre terrain d'enquête, c'est-à-dire d'être confronté à la fois aux thématiques qui font le quotidien de nos lectrices et de nos lecteurs, et aussi aux gens qu'on peut interviewer, qui peuvent être des sources ou parfois qu'on peut égratigner, parce que ça nous oblige aussi à une forme à du sérieux, à un travail sérieux, et ça nous oblige à aller à pousser au-delà le curseur de la simple petite gratouillette de l'enquête, quoi. Donc ça nous semblait vraiment intéressant, et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé nous aussi de se lancer là-dedans, un peu de façon téméraire, un peu sur une idée comme ça lancée en l'air,
et par défi aussi, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu la phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, Moi, j'ai une question pour toi, Nicolas. Ouais. C'est pourquoi vous avez choisi le modèle accès libre et on utilise le soutien des lecteurs uniquement et on met l'accès libre. Nous, en 2019, c'était pas encore un modèle qui prédominait. Tout le monde était un peu sur le pure player, c'est-à-dire l'abonnement comme Mediapart. Et aujourd'hui, on voit bien que nos confrères qui se lancent comme vous, ils choisissent plutôt l'accès libre. Et on se demande si nous, on s'était lancé récemment, on n'aurait pas fait ce choix-là aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ça plutôt que Labo ? En fait, au moment où on a réfléchi à quel modèle en fait on voulait pour Facto, on a contacté tout un tas de médias, y compris des médias avec lesquels, des modèles qui avaient des modèles qu'on savait qu'on n'allait pas retenir. C'est-à-dire même, même des modèles papier, vraiment, on a visé large, quoi. Et on avait notamment effectivement appelé le Poulpe, on avait bien échangé ensemble. Et au départ, c'est plus un secret aujourd'hui, mais en fait, nous, on avait imaginé une société avec un accès, avec un mur payant, comme vous, comme Mediapart. Ça nous semblait être un modèle qui avait fait ses preuves. Et il y avait quand même quelque chose qui nous gênait, c'était qu'en fait, ça privait une partie des lectrices et des lecteurs de l'accès à l'information. Ça nous gênait beaucoup. On a essayé pendant un bon moment de voir comment on pouvait contourner cet écueil-là. Et on n'a pas trouvé. Et c'est après avoir discuté avec des médias qui ont fait un autre choix que le vôtre, par exemple, notamment avec Disclose ou avec Spland, ou avec des gens de Médiacité, notamment Jacques Transo, pour ne pas le citer. Et c'est Jacques Transo en fait, qui nous a dit, mais en fait, regardez les études que vous avez faites en termes de pouvoir d'achat dans votre région, parce qu'on a quand même regardé, je citais Mark Twain, mais on n'a quand même pas fait ça au doigt mouillé. Et en fait, c'est lui en fait, qui nous a dit, mais en fait, regardez vraiment, je pense que votre truc à vous, peut-être maintenant, c'est de choisir ce modèle en accès libre contre les dons des lectrices et des lecteurs. Et ça fonctionne, les dons affluent, en tout cas sont là. Les dons arrivent quand on publie pas assez encore parce que on n'a pas, on se met en place. Là aujourd'hui, on est deux rédacteurs permanents. Il y a une photographe qui fait les photos dont on a besoin, et on a fait le choix pour l'instant de salarier des pigistes avant nous-mêmes, de façon à alimenter aussi la machine et à montrer aussi ce qu'on voulait faire et de quoi on était capable finalement. Et voilà. On ne paye pas encore pour l'instant les deux fondateurs. On ne se paye pas. Notre objectif, c'est de dégager un salaire à la fin de l'année. On verra bien si on y arrive. Voilà. Mais c'est un enjeu. Mais je ne crois pas qu'on regrette les uns et les autres d'avoir décidé de retenir l'accès libre contre le don, en fait, pour l'instant. Voilà. Nous, on réfléchit d'ailleurs à faire évoluer le modèle, parce qu'on se rend compte que les abonnements ne suffisent pas. En gros, on a un budget de 90 000 € annuel, et les abonnements, on en a 1200 abonnés, ça représente environ 60 000 €. Donc c'est 2/3 de notre budget, mais on sent bien que malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à vivre uniquement avec les abos. Donc on va essayer de faire évoluer le modèle. Notamment en se faisant accompagner là, par des boîtes spécialisées dans le monde de la presse et qui savent comment faire pour aller chercher du don, mais sans lâcher complètement l'abonnement, parce qu'on se priverait d'une rentrée financière pour l'instant qui nous mettrait à genoux. Mais pour revenir sur l'éditorial, on a choisi, nous, de dire produisons moins, mais produisons mieux. On ne suit pas l'actu, on essaie de rebondir dessus quand même pour ne pas être complètement éloigné, mais voilà, on se donne toujours du temps pour faire les sujets. Même quand c'est un sujet d'actu, on va se donner quand même 5 jours à notre pigiste pour bosser. Même si on arrive 5 jours plus tard, on va essayer d'apporter une vraie plus-value qu'en 48 heures ou même encore moins en 24 heures on aurait pu apporter. Et à côté, on laisse encore plus de temps pour des sujets vraiment d'investigation au temps long. On peut laisser X mois à un pigiste, on en a environ une trentaine ou une quarantaine. Donc voilà, c'est la garantie d'avoir une information fouillée, vérifiée, recoupée. Maintenant, on en parlait d'ailleurs avec pas mal de gens ici, ajouter une deuxième corde à notre arc et être capable de rebondir plus sur l'actu aussi, marcher sur deux jambes, quoi. D'un côté, l'enquête au temps long, et de l'autre, les sujets d'actu, même s'ils arrivent 24 heures après et pas 3 heures après, mais d'avoir quand même cette partie actu. On sent bien que ça pourrait être aussi une solution, parce que, on est à la croisée des chemins pour nous. On sent bien que
le modèle actuel vivote, K1KA, et qu'il faudrait qu'on puisse passer l'étape supérieure. Et ça passe sûrement par une évolution éditoriale et par plus de rentrée d'argent. L'enjeu pour nous, là, c'est d'aller trouver les bons 06 pour trouver les bons mécènes, parce qu'ils existent, mais ils sont difficiles à trouver. Et certains y arrivent, mais ça passe par beaucoup de relationnels et de contacts. Et d'aller appeler les gens, les business angels, qui pourraient nous donner un petit peu d'argent et nous permettre de voir à moyen terme au moins, de se dire, voilà, il y a un projet, il faudrait qu'on puisse investir 20 000 balles. Nous, ça joue à cette échelle-là, en fait. C'est se dire 15 000, 20 000, 25 000. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre le risque. Donc on colmate un peu les brèches. Et on aimerait bien, par rapport à une motivation qui peut être fluctuante, au bout de 7 ans à vivoter, il y a des périodes plus compliquées. On aimerait pouvoir voir venir, embaucher. Pour l'instant, voilà, on arrive, nous, à dégager 2 SMIC, péniblement. Ça fait juste 1 an qu'on dégage 2 SMIC. Avant, c'était 1 et demi. Donc, il fallait des activités codex à côté et avoir un peu les reins solides financièrement. Donc, sacerdoce, d'utilité publique. On a bien trouvé le titre de la conférence. Et donc, le modèle papier, lui, contre-exemple, finalement, fonctionne mieux qu'Internet. Ouais, fonctionne mieux. Alors après, sacerdoce aussi, parce que on est un peu en train de se flinguer aussi. On passe notre vie à penser topette, à vivre topette. On prend pas de vacances. Enfin, on bosse 7 jours sur 7 le mois qui précède les bouclages. C'est intéressant. Nous, on avait pris le choix du trimestriel justement, et on pense que c'est important. Les gens nous demandent pourquoi on n'a pas un site en ligne en publiant, etc. Je pense que ça changera aussi tout notre rythme de travail, parce que des fois, voilà, on a des petits scoops, des exclus. On voudrait un peu griller la PQR, et si on avait un site web, on serait tenté de publier. En fait, on s'arrêterait jamais. Alors que là, on a quand même ce recul de savoir que une enquête, c'est minimum 3 mois. Des fois, ça peut durer 1 an. Mais tant pis, en fait. On va être obligé de prendre plus de recul, de vraiment prendre le temps de potasser un papier. Quand il n'y a pas un article qu'on publie, on n'a pas interviewé une quinzaine de personnes. On a lu des rapports, etc. Ce qui serait peut-être pas possible si on faisait du web. Et on aurait peur de tomber dans autre chose. Je pense qu'aussi une des raisons pour laquelle on s'est lancé en papier, c'est qu'il y avait... je pense que les choses ont changé, mais je pense qu'en tout cas au niveau local, chez nous, les gens, c'est encore difficile de payer pour de l'info en ligne, alors que le support physique reste peut-être plus facile pour déclencher, entre guillemets, un achat, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est assez important. Mais par contre, on veut rester accessible. Donc, on n'est vendu que 3 €. Quand on n'a pas de pub, etc., c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, il faut en vendre beaucoup. Donc, on a à peu près 1500 abonnés. Mais c'est surtout en kiosque, en fait. On est vendu. On doit en vendre 4500 à peu près par numéro. Ça fait en gros 6000 lecteurs. Vous avez trouvé tout un réseau de points de vente. Tu me disais hier que c'est vous qui alimentiez vous-même, qui faisiez la distrib et tout ça. C'est ça, pour faire le plus d'économies possible. C'est pour ça que ça tient. En fait, on fait nous-mêmes, on a des marchés nous-mêmes, on a 200 points de vente environ, on va les livrer nous-mêmes, c'est à peu près 1 semaine de taf. Mais en fait, c'est super important parce que tous nos kiosquiers, on les connaît en fait, et il y a une relation de confiance qui s'est mise en place. Et en fait, un kiosquier, si vous le connaissez, il va vous mettre en avant, et c'est crucial en fait pour vous démarquer. Nous, on n'avait pas d'argent, on n'a pas pu faire de communication. Le plus simple, notre meilleure vitrine, ça a été d'être dans les kiosques. Et c'est ainsi que le journal s'est fait connaître, quoi. Et vous payez, tous les membres se payent? Ouais, au début, c'était vraiment pas l'idée. On pensait rester pigiste et que ce serait plutôt un hobby. Mais en fait, c'est un boulot de monstre, en fait. Parce que faire des enquêtes, ça, on sait faire. Mais aussi, c'est gérer une entreprise, en fait, gérer un journal. Et ça, c'est ultra chronophage. C'est quoi, nous, on est une association. Association, ouais. Et vous aussi? Nous, c'est une association aussi, oui. Nous, on est en SAS. Voilà, il y a une forme en société quand même anonyme. Il y a une légère différence, mais l'objet est le même. Après, par rapport à ce que tu dis, vous pensez pas passer sur le web. Nous, en revanche, c'est vrai qu'on commence à réfléchir à décliner certaines enquêtes ou certains dossiers d'enquête en papier pour prolonger aussi la durée de vie des enquêtes, pour les compléter aussi par rapport à ce qu'on a pu éditer. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà en tête. Pour l'instant, on ne le fait pas parce que on est vraiment dans la réflexion d'une amélioration éditoriale. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais aussi, Gilles, sur la réactivité ou de publier plus fréquemment, c'est aussi une réflexion qu'on a en ce moment, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des fois où on n'est pas assez... comme on a décidé de ne faire que de l'enquête, en fait, c'est vrai que des fois,
comme on vient de la PQR, on est un peu rattrapé par notre tropisme, quoi. On a quand même envie de réagir au moins sur des thèmes, de réagir, en tout cas de donner une information qu'on peut attendre de nous, quoi. Voilà, sur des thèmes très identifiés, sur lesquels nous on intervient, ou sur lesquels on fait beaucoup d'enquêtes aussi. Voilà, mais c'est aussi ça fait l'objet de réflexion en ce moment. Il faut être plus de journalistes pour ça en fait, pour pouvoir arriver à dégager du temps pour l'actu et le temps long. Mais bon, c'est effectivement la réflexion aussi. C'est effectivement la réflexion. Nous, est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses? Est-ce qu'on est dans le timing? On est trop tôt? Dis-nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ou alors on continue à déblatérer tout seul? Je crois qu'il faut un micro à chef, je crois, parce que comme c'est enregistré. Bonjour, moi je viens de l'Anjou, donc la Topette, je lis souvent. Je me demandais, donc vous l'avez dit, dans le Maine-et-Loire, c'est très catholique, l'extrême droite est relativement présente, vous avez fait une enquête sur la Cato, sur l'UCO, et je me demandais, est-ce que vous êtes sujet à des attaques parfois de l'extrême droite, sachant que vous n'êtes que 2, en plus à quel point c'est plus accessible, on va dire, pour les attaques de l'extrême droite? C'est vrai que c'est une vraie question parce qu'on parlait de la difficulté de faire de l'investigation au niveau local. J'en ai fait au niveau national. C'est vrai que quand on épingle un ministre, en fait, on n'aura pas de nouvelles ensuite. Là, les gens qui en parlent, c'est des gens qu'on va croiser sur le marché le dimanche matin ou à la boulangerie. Ça change beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'effectivement, à Angers, pour situer pour les gens qui ne connaissent pas, il y a des groupuscules radicaux très présents en ville qui ont déjà menacé des journalistes de PQR notamment. Nous, c'est une question qui s'est posée, mais on n'a rien eu, on n'a pas eu de soucis pour l'instant, on croise les doigts. Voilà, il y a eu des petites choses, des petites menaces, mais rien d'inquiétant. C'est une vraie question. Après, voilà, je pense qu'en France, heureusement, on est quand même encore en démocratie, les journalistes sont quand même protégés. Je ne pense pas qu'ils seraient assez bêtes pour s'en prendre physiquement à des journalistes, j'espère. Les choses peuvent changer très vite politiquement, malheureusement. Nous, on a quand même pris une boîte postale pour ne pas avoir notre adresse qui apparaît si directement. On ne sait jamais ce qu'on peut risquer. Ouais, finalement, on y a pensé. Cette proximité-là fait que... Après, ce qui est plus surtout, voilà, c'est cette crainte-là, c'est plutôt des relations exécrables qu'il faut pouvoir assumer avec les décideurs locaux. Et ça fait la spécificité, effectivement. Mais... ça peut être excitant aussi si on aime ça, c'est pas un souci. Nous par exemple on se fait traîner dans la boue tous les 2 jours par des politiques, même dans des émissions de radio qui nous critiquent. On rebondit dessus, on se sert de leurs propos pour faire une petite com. Voilà. Par contre c'est vrai que les relations étaient meilleures au début, elles sont détériorées assez rapidement au fil de nos enquêtes, sans concession. Voilà. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe, effectivement. Mais évidemment, du coup, on se prive on n'a jamais cherché, mais on se prive de tout financement local. Voilà, parce qu'on a créé une toile de fond. On est bien vu de nos lecteurs et mal vu des puissants. Mais c'est l'objet, c'est l'enjeu. Ce qui peut faire bizarre, justement, aux décideurs, nous, ça nous arrivait... Quand on arrivait à la Topette, ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'avaient pas l'habitude d'être titillés. Le souci, ce qui se passe beaucoup en presse locale, c'est qu'en fait, on a l'impression quand même la PQR subit beaucoup l'agenda médiatique imposé par les élites économiques et politiques. Elles n'ont pas l'habitude que ce soit les journalistes qui imposent leur agenda et qui veulent travailler sur leur dossier. Et ça, il y a vraiment un mur et c'est un vrai souci. Et justement, dans une ville comme Angers, où il y a peu de pluralisme journalistique, vraiment, j'ai jamais eu autant de difficultés à bosser, d'avoir des infos publiques. Maintenant, on a un point, même la préfecture ne nous répond plus, quoi. Alors, normalement, l'État a une transparence totale. Elle nous répond maintenant, mais après des années de portes fermées. Nous, elle ne nous répond pas, hein, c'est clair. Enfin, même sur des demandes de communication de documents administratifs, c'est pourtant la loi, on a du mal à les obtenir. Alors on relance, on se fâche des fois. Mais par contre, c'est vrai que c'est un silence poli, un peu gêné parfois, mais surtout poli. Et voilà, mais bon, c'est le jeu aussi. Bien sûr, c'est le jeu. Et nous, pour la petite histoire, il y a une certaine schizophrénie parce qu'on est en même temps donc, correspondant de l'AFP et du Monde. Donc on les contacte à ce titre-là de temps en temps. Et là, ils nous répondent, ils sont obligés en fait. Sinon, c'est emmerdant de ne pas répondre à l'AFP et au Monde. Et après, on les appelle au titre du Poulpe et c'est porte fermée. Donc il y a un jeu de dupes, mais c'est du théâtre aussi. Mais c'est assez intéressant, assez excitant.
n'avez pas de questions? Si. Oui, je vais renouveler pour Facto, je suis là. Ah oui. Voilà. Et la topette, la question que je te posais, Gilles, hier sur les relations avec vos pairs, notamment de la PQR, parce que ce que j'entends, c'est de vous trois, si j'ai bien compris, un peu de frustration de la PQR. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que parfois il y a des petits coups de, de solidarité? Comment ça se passe? Ouais, avec les collègues, ça se passe très bien. On se connaît, moi j'en connais encore qui bossent là-bas. Donc quand on les croise, ça se passe très bien. C'est avec l'état-major des journaux qui, eux, sont, on va dire, très politiques en un sens. Et là, on sent bien que ils refusent de nous citer, même sur des grosses enquêtes. Nous, on a eu un procès en diffamation à une boîte qui a essayé de briser le secret de nos sources. Ça a fait une grosse caisse de résonance, la presse nationale en a parlé, et on n'a pas eu un écho, je le disais hier, sauf une radio, la radio RCF, la radio chrétienne. Sinon, on n'a pas eu un écho de Paris Normandie, de Ouest France, de tous les journaux locaux, de France 3 Normandie. Donc on sent qu'ils nous prennent pour des concurrents, indirectement, et malgré notre petite taille. Et peut-être qu'aussi, on leur renvoie en miroir un petit peu leur manquement. C'est-à-dire que si on existe, c'est parce qu'eux ne font pas le taf à ce niveau-là, quoi. Donc il y a un petit côté, c'est qui ces deux branleurs qui veulent nous apprendre le métier. Mais après, au quotidien, avec les journalistes sur le terrain, on a des très bons rapports. Il y a même des journalistes de l'EPQR qui ne peuvent pas traiter les sujets et qui nous filent leurs infos et que nous, on traite après. Ouais, pour nous, on a des rapports très cordiaux aussi. C'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, pour certains en tout cas. Effectivement, comme pour vous, c'est plus compliqué avec avec les chefs, quoi. Voilà. Surtout que là, dernièrement, on a sorti une enquête dans laquelle on épinglait un correspondant de presse du journal, du seul journal de presse quotidienne régionale qui reste dans la région, qui pour le coup est royaliste et qui s'en cache à peine, ou pas du tout à certains moments. Donc du coup, ça n'a pas fait plaisir. On a eu c'était un peu compliqué les premiers jours, et puis après, en fait, comme ils se sont rendus compte que nos infos étaient vraies et que voilà. Ils ont quand même, dans un autre article, ils nous ont cités pour... voilà. Donc on a pris ça comme une forme de reconnaissance, alors que nous, on existe depuis 6 mois, à peu près, voilà, et qu'au début, on avait on devait essuyer une forme de mépris ou de paternalisme, voilà. Voilà. Après, nous, on était... par politesse, par confraternité, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant même de publier notre premier dossier d'enquête, on est allé rencontrer les directeurs, les rédac-chefs, des médias de la région, et on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on ne compte pas faire de concurrence, on n'a ni les moyens ni cette envie-là. Donc voilà, mais à ce moment-là, on a été, traités comme des enfants en fait. Donc bon, très bien, mais ça, j'ai pas beaucoup de fierté à ce niveau-là, donc c'est pas très grave. Mais par contre, après, on a bien senti, une fois qu'on a commencé à publier une ou deux enquêtes comme ça, qu'il y avait une velléité. Ils ont commencé en fait, notamment le quotidien régional, à essayer de sortir des petites enquêtes, des petits trucs comme ça, mais bon, ils ont été rattrapés aussi par la facilité, donc ça n'a pas tenu longtemps. Nous aussi, on avait actu.fr, qui est le réseau de Ouest France en région, qui a dans la foulée lancé, qui s'appelait Enquête d'actu, et ils essayaient de proposer aussi de l'enquête. Ils sentaient bien qu'il fallait apporter un contrepoint, mais c'était de l'enquête, on va dire, plutôt sociétale. L'enquête où on ne cite pas de nom, en fait. Et donc pour moi, c'est pas vraiment de l'enquête. L'enquête, c'est quand on rentre dans le cœur du sujet, en général politico-économique, et qu'on n'hésite pas à mettre en cause des gens. Mais pour ça, il faut avoir les mains libres financièrement. Et je le comprends, je comprends l'écueil pour la PQR. Ils n'ont pas d'argent non plus, ils sont dépendants des budgets des collectivités locales, des métropoles en annonces légales, des pubs du privé. Ils ont les pieds et poings liés. Si la PQR était plus riche, elle ferait de l'investigation aussi. Parce que la presse nationale en fait de l'investigation. Voilà, et la PQR, peut-être un temps, je ne me souviens plus, mais elle faisait des papiers un peu plus mordants. Mais indirectement, ça nous sert, parce que nous, le moindre papier qu'on sort apparaît encore plus en contrepoint, en disant eux au moins, ils vont. Donc, indirectement, ça peut nous servir. Le contraste nous sert, sans prétendre qu'on veuille leur apprendre le boulot. Et puis nous aussi, on a la chance d'avoir la protection de Mediapart, ce qui fait qu'un petit poulpe, à la rigueur, on pourrait l'abattre, ou même pas, leur sujet, c'est pas grave, il passera à la trappe assez rapidement, personne ne s'en souviendra plus. Mais là, mince, il peut être repris par Mediapart. Donc ça nous protège aussi. Je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'emmerdes si on avait été seul dans la pampa et pas épaulé par Mediapart.
J'aime pas trop taper sur la PQR parce que quand même heureusement qu'elle est là et sinon il resterait plus que des journaux institutionnels de la ville ou du département, même s'il y a quand même pas mal de choses à leur reprocher et il faut le faire aussi justement parce qu'elle aurait les moyens. Je vois franchement dans certains journaux comme le Courrier de l'Ouest qui est le journal majeur, il y a vraiment une armée mexicaine de journalistes et il y aurait moyen de monter des vrais pôles d'enquête. Après il n'y a pas la volonté de le faire. Nous aussi, et je crois vraiment que c'est des questions de chefferie et une rédaction elle est très différente parce que c'est des hommes qui la composent quel que soit le titre de presse en fait, et il y a ce truc de nous voir aussi comme des concurrents, je sais pas pourquoi ils nous reprennent nos infos quand il y a une suite politique, quand l'opposition va s'en saisir, quand il va y avoir une suite judiciaire, etc. Par exemple on avait révélé un truc, c'était pas une affaire d'État mais que Christophe Béchu, actuel maire d'Angers, quand il était ministre de l'écologie, faisait des voyages en jet privé pour ses déplacements alors qu'il aurait pu très bien les faire en train. Voilà, c'est l'info un peu croustillante qui avait un peu buzzé dans tous les médias, c'était passé à la télé, dans le monde, Libé, etc. Ouest France n'a jamais repris l'info, donc ils n'ont jamais été au courant que la personnalité principale du Maine-et-Loire, c'était un peu le plus gros petit scandale qu'il y a eu pendant tout son passage au gouvernement. Les lecteurs d'Ouest France n'ont jamais été au courant. Parce que c'est incompréhensible à part une espèce de... Mais après, c'est ce que tu disais au tout début de la conférence, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans la PQR, on est un peu noyé dans les obligations du quotidien. Il faut faire 1, 2, 3, voire 3 papiers dans la journée. Voilà. Une journée de travail, elle n'est pas non plus extensible. Et quand on a essuyé 3 clubs de la presse dans la journée et qu'il faut les pondre pour le lendemain, on fait rien d'autre en fait. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pareil sur la presse quotidienne régionale. Nous, on ne donne pas de leçons non plus. On est relativement coulant par rapport à ça. On sait parce qu'on sait pour y avoir bossé que c'est un peu compliqué au quotidien en fait. Voilà. D'ailleurs, nous, dès le départ, on l'a bien dit clairement, on s'inscrit en complément. On n'a pas vocation à apporter de l'actu tous les jours, on s'inscrit en complément pour ceux qui veulent aller au-delà de cette info factuelle brute. Voilà, on reste un média de niche, mais malgré ce positionnement qui était assez humble en disant on n'est pas là pour vous apprendre le boulot, on n'est pas là pour... Nous, on lit la PQR tous les jours pour de l'actu aussi. Voilà, il y a cette défiance, cette proximité qui fait que... Mais je pense que voilà, on est encore jeunes, nous, 7 ans, c'est pas grand-chose. Peut-être que dans quelques années, ce problème se posera moins parce qu'on sera réellement intégré au paysage médiatique. Il faut du temps, hein, c'est un monde où la tectonique des plaques est lente dans la presse. Donc à suivre, peut-être qu'un jour, on deviendra aussi, nous, les notables du coin, mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'autres questions, messieurs, dames ? Alors, rebonjour. Je voulais savoir, est-ce que du fait de la concentration des médias au niveau national, et est-ce que... moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médias indépendants, notamment locaux, qui se développent en réaction. Est-ce que ce n'est pas vraiment une attente du public ? Je voulais savoir votre réflexion par rapport à ça. Je pense qu'il y a une certaine appétence, sinon on serait pas encore vivant au bout de 7 ans. Maintenant, on sent qu'elle est quand même relative. Sinon, parce que dans l'écosystème médiatique des médias indépendants, il y a quelques contre-exemples de médias qui marchent. Il y a Mediapart, évidemment, le fer de lance, qui lui est largement bénéficiaire, mais sinon, tout le monde quand même bidouille. Donc, par contre, effectivement, effervescence, plus de médias qu'il y a 10-15 ans, mais je pense que le modèle éco n'est pas encore vraiment stabilisé pour qu'il y ait plein de gens qui se disent ouais, c'est bon, on peut se lancer, c'est maintenant. Nous, en Normandie, je crois qu'il y a une association qui s'appelle Un bout des médias qui nous a croisé hier, qui avait fait une petite topographie. On est 3 en Normandie. Donc voilà, ça dit aussi qu'il n'y a pas trop de personnes qui ont envie de se lancer et de prendre tous les risques. Parce qu'il y a ce côté sacerdoce, évidemment, on peut se planter. On peut faire du fric, on bosse beaucoup, on gagne peu. Mais début d'appétence, début d'effervescence. Mais ça commence à pétiller, mais on n'est pas encore sur la bouteille de champagne. Donc peut-être, voilà, il y a 10-15 ans, c'était vraiment embryonnaire. Aujourd'hui, on passe à l'étape 2. Je pense qu'il reste encore une dizaine d'années pour que vraiment il y ait plein de gens qui se disent on peut se lancer, parce que nos pères précédents ont montré que ça pouvait le faire. Là, on est encore au milieu du gué, je pense. J'ose espérer qu'on ait quand même la meilleure réponse à la défiance envers les médias. En fait, justement, on essaie de réconcilier les citoyens avec la presse en leur montrant que une presse totalement indépendante. En ne prenant pas les gens pour des imbéciles, en n'étant pas là sur les gros titres exclusifs, révélations, en posant les faits humblement et en disant nous on n'essaie pas de faire du teasing sur les réseaux en mettant un bout d'info, un machin. Non, on présente les choses correctement et on ne prend pas les gens pour des imbéciles en essayant d'appâter le chaland en fait.
Mais en même temps, on est obligé aussi de se développer des petites techniques marketing qui sont quand même indispensables pour arriver à faire lire nos papiers. Donc, toute une partie gestion d'entreprise qu'on a découvert. Hein. Nous, on est des littéraires, on est des journalistes purs et durs. Et il a fallu qu'on se forme à tout ça. Et c'est assez compliqué d'intégrer le logiciel de l'entrepreneur. Mais on n'a pas le choix. On est un média indé, on n'est pas là pour gagner des milliers et des cents. Mais si on veut faire tourner la boutique, il faut quand même qu'on développe ces techniques-là. Donc on est en train, année après année, de se former, de comprendre des choses. Et voilà, là, on va se faire sûrement accompagner si on arrive à trouver les sous par Médiane, qui est une grosse agence qui suit les médias indés. Et eux, c'est des gens qui sortent de SC, quoi, en fait. Hein. Donc on est obligé, même si c'est pas notre passion première. Ouais, et puis je pense aussi que en fait, les infos qu'on sort, en tout cas nous, c'est notre ambition. J'espère qu'on arrivera à la tenir. C'est en fait qu'elles servent aussi à alimenter les réflexions publiques en fait et à nourrir le débat public à l'échelle locale pour que tout un chacun puisse s'emparer de ces informations. C'est aussi pour ça que nous on est en accès libre pour arriver à susciter le débat, à faire en sorte que peut-être ici ou là, il y ait des mobilisations locales qui se créent ou qui soient alimentées par nos révélations à nous. Ça, pour nous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on garde en tête quotidiennement, quoi. Un mot sur ça, sur l'impact, voilà, que peuvent avoir nos enquêtes. C'est le cas parfois. Et souvent, bon, ça peut faire pchit, mais ça, c'est commun à toute la presse. Mais effectivement, il y a des gros dossiers où on sent qu'on est utile. Hein. Je citerai juste un exemple. Par exemple, on a révélé qu'une dépollution avait été très mal faite d'une ancienne raffinerie où Amazon devait s'installer. C'était un ancien cimetière indien. Ils avaient laissé des hydrocarbures, de l'amiante, enfin un bordel total. On l'a révélé. Et Amazon a annulé son projet. Bon. C'était pas l'objet pour nous premiers, hein. On aurait préféré que la dépollution soit bien faite et que cette reconversion des friches industrielles soit prise au sérieux. Mais preuve qu'un petit média indé avec 1200 abonnés peut aller se friter avec Amazon, c'est possible. C'est marrant, les deux derniers papiers à impact, parce que oui, il faut rester humble hein, quand on est journaliste, on pense qu'on va faire bouger les choses. 99% du temps, il se passe juste rien, c'est déprimant. Mais récemment, tout à l'heure, il y avait une question sur l'Université catholique de l'Ouest que Pierre-Édouard Thérin finançait. Les étudiants se sont saisis de la chose, ont monté des pétitions, etc., ont réussi à dégager le milliardaire de leur institution. Plus récemment encore, on a fait des révélations sur une école de théâtre à Angers où il y avait des graves cas d'harcèlement, voire d'agression sexuelle et de rapports vraiment très bizarres entre élèves et enseignants. Pareil, encore une fois, et on dit que les jeunes ne lisent pas la presse, là c'est des étudiants de 18 ans, 19 ans qui se sont saisis de l'article, qui se sont mis en grève pendant 15 jours et ils ont réussi à faire virer un directeur potentiellement problématique en quelques jours. Donc ça fait d'autant plus plaisir quand c'est aussi les jeunes qui se saisissent de ces choses-là. Oui, merci. 5 minutes, donc ouais, encore une ou deux questions si possible. J'ai une question peut-être un peu bête, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez défini votre aire géographique d'investigation? Parce qu'on a quand même, j'ai l'impression que vous êtes à peu près la même taille, mais il y a quand même des aires un peu différentes. Est-ce que c'est en creux de l'absence d'autres médias ou qu'est-ce qu'il y a? C'était un choix. Nous, on avait beaucoup hésité. On s'est dit, est-ce qu'on se concentre sur les métropoles? On est basé à Rouen, nous. Est-ce qu'on se concentre sur Rouen ou Seine-Maritime et Eure, l'ancienne ex-Haute-Normandie? Ou alors est-ce qu'on va jusqu'au Mont-Saint-Michel? Est-ce qu'on prend le Calvados, la Basse-Normandie? Et on s'est dit qu'on avait des réseaux de pigistes, on savait qu'on pouvait alimenter. Ça a été un choix et on a beaucoup hésité. Nos amis de Médiacité, eux, ont fait le choix de se concentrer sur les métropoles. Ils nous disaient, c'est un peu casse-gueule, les gars, à l'échelle régionale. Et on a préféré faire ça. Voilà, ça a été un choix arbitraire. Peut-être, on concentre beaucoup de nos abonnés dans les métropoles aussi, donc à refaire, peut-être qu'on le ferait différemment. Mais c'est parce qu'on est basé là-bas, on vivait là depuis longtemps, on avait beaucoup d'infos, et on s'est dit, on a une bonne info à Caen ou à Cherbourg, ce serait con de ne pas la traiter, il y a des gros enjeux nucléaires à Cherbourg, donc on s'est dit la Normandie, réunifiée, en plus c'est pas très vieux, correspondait peut-être à une échelle idéale. Mais ça discutait, et peut-être qu'on ferait un choix différent aujourd'hui. Oui, nous, le Limousin, c'était naturel en réalité. Hein. Le Limousin, c'est une ancienne région, alors administrative plus récemment, mais c'est une ancienne région, et donc qui a été intégrée à la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on a décidé de se concentrer sur le Limousin, qui était notre bassin de vie finalement aussi. C'est pour nous important, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour autant, en général, nos investigations... ce qui les guide, c'est plus les thématiques en fait que les limites administratives de la région.
Je m'explique, c'était par exemple notre premier dossier d'enquête porté sur les conditions de production de la pomme AOP du Limousin. C'est la seule pomme en France qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, la fameuse Golden qu'on trouve dans les supermarchés notamment. Et donc cette aire de production de la pomme AOP en fait va jusque dans le nord de la Dordogne. Voilà, où on ne s'est pas arrêté, nous, aux limites administratives du sud de la Corrèze ou de la Haute-Vienne pour traiter le sujet. En fait, on est aussi allé en Dordogne de la même façon. Il y a des problématiques qui touchent des recherches minières en ce moment chez nous, sur l'or notamment. C'est des périmètres qui dépassent le strict périmètre de la région Limousin. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que nous, voilà, on dit on est un média du Limousin, on n'est pas un média en Limousin. Voilà. Et ce qui est intéressant, je pense que sur des thématiques très compliquées, en fait, nous, on a un lectorat, on sait qu'il est en partie populaire, hein, et je pense qu'on l'accroche uniquement par l'aspect local, en fait, et même si ce sujet est transposable n'importe où ailleurs, en fait, ce lecteur, a priori, ne serait jamais intéressé à ce sujet s'il n'y avait pas cette petite accroche locale, et c'est un vrai outil, genre, justement, je pense, pour intéresser les lecteurs à des questions complexes, sur des enquêtes parfois longues qui peuvent faire 20 000 signes, etc. Puis on reste des régions aussi rurales en partie. Et donc se priver du bon sujet dans le petit bled de 300 habitants, il peut intéresser plein de monde aussi. Donc on n'a pas voulu faire ce choix-là. Et on prend tout. Ouais, et puis parfois ça peut être exemplaire aussi. Ouais. Petite dernière question, je pense qu'il nous reste peut-être 2 minutes. Allez, merci. Oui, moi j'avais comme question quels sont les impondérables pour se lancer en fait dans un média local. Alors chez moi, le Poulpe, c'est un petit 4 pages qui est fait par la liste d'opposition, qui sort pas du tout régulièrement et on va dire qui sortir tous les 6 ans, voilà, 6 mois avant tous les 6 ans, on va dire. Du coup, voilà, c'est pas un média, mais justement, c'est aussi cette question est-ce que à partir de quel moment on est média indépendant et qu'est-ce qu'il faut se mettre, parce que vous êtes tous journaliste, ou en tout cas vous avez l'expérience ou les formations qui vont avec, mais dans des zones où en fait il n'y a pas de journalistes et que des citoyens-citoyennes qui veulent se lancer, voilà, comment on passe cette première marche aussi Je l'ignore, ayant baigné moi dans le milieu depuis longtemps, je l'ignore. Après, je sais que quand même, quand on arrive à être estampillé à la CPPAP, à la commission des médias, avoir un numéro IPG, faire partie des 400 titres de presse français qui sont reconnus par l'État, c'est notre cas, on l'a fait. Je pense que c'est déjà une garantie. Je pense que voilà, on passe à l'étape supérieure. Il peut y avoir de la bonne info dans des petits médias qui ne sont pas encore reconnus ou des radios, n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est estampillé à la commission des médias officiels et qu'on a ce numéro d'IPG, ça encadre les choses. Je pense que pour moi, c'est l'étape qui fait la différence et qui nous fait basculer dans le côté professionnel. Il faut surtout beaucoup de temps, je pense. Et vraiment, on parle encore de sacerdoce une fois, mais beaucoup de dévouement. Après, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. On a commencé avec 700 balles et c'était parti, juste pour financer la première impression. Mais et voilà. Et pour être journaliste, c'est pas comme avocat ou médecin, il faut un diplôme, etc. Tout le monde peut être journaliste. Par contre, il y a des règles déontologiques à respecter. Et, c'est pas si dur à acquérir, et c'est en le faisant qu'on l'apprend, je pense. Et puis voilà, au niveau purement pratique, se dire que pendant 2 ans, il faut avoir les moyens à côté pour pouvoir manger, en fait. Voilà, les 2 premières années, si tu comptes vivre avec ça, c'est pas possible en fait. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.